Sénégal. Je demanderai d'abord de vous mettre debout pour un salle d'applaudissements à ces messieurs qui ont fait énormément de sacrifices pour être là avec nous. Avant d'aborder quelque chose, s'il vous plaît, je pense qu'on ne mesure pas assez les sacrifices qu'ils ont fait pour être là avec nous, avec toutes les contraintes, au-delà de leur fonction quotidienne. M. Gadio a été nommé récemment envoyé spécial de l'OCI, l'Organisation de la Conférence islamique au niveau de Centrafrique, avec tout le conflit qui est là-bas. Et ça a surchargé son conflit et son emploi de temps, du moins. Et malgré tout, il a fait un sacrifice énorme pour être avec nous aujourd'hui. Depuis hier, il est dans les avions, pour rater les avions, passer la nuit dans les avions pour honorer. Il devait rentrer aujourd'hui même sur Dakar parce qu'il y a une rencontre demain. On a fait la pression pour qu'il reste avec nous jusqu'à après-demain quand même. Je pense qu'il mérite encore qu'on lui dise un grand merci. Et je précise aussi, le regroupement n'a donné aucun sou à M. Gadio pour faire ce sacrifice pour être là. On n'a ni payé de billets d'avion, rien du tout pour en faire pour lui. La totalité de ses frères, c'est lui qui a pris en charge avec le docteur Moussa, qui est aussi avec nous. Donc d'abord, un très grand merci pour ces messieurs. On vous remercie. On n'aura pas les mots assez juste pour vous dire un grand merci par rapport à ce que vous avez fait. Et ce sacrifice, il faut que les Sénégalais reconnaissent. Avant de continuer, j'aimerais réellement que chacun d'entre nous ait ou met sur vibre son téléphone pour ne pas gêner. Je pense que c'est des grandes personnes qui sont aujourd'hui, qui vont nous parler des choses que chacun de nous, quand il sortira ici, pourra en tirer quelque chose. D'abord, on va laisser la parole bientôt à Mamadou Ndiaye. C'est un ancien journaliste de Sud FM, peut-être ceux qui connaissaient dans les années de Braise, les années 90 qui suivaient Sud FM. Vous avez beaucoup entendu parler sa voix à travers les ondes de Sud FM. C'est lui qui sera le modérateur de la rencontre d'aujourd'hui. Mamadou Ndiaye aussi est un programme. Je voulais avant tout vraiment remercier très sincèrement le comité d'organisation cette année. Ça n'a pas été facile, ça a été une année très chargée pour les membres aussi du regroupement général des Sénégalais au Canada. Donc merci à Amidou, merci à Pape, à Amara et à Djibril et à tout le monde au fond. C'est tous les exécutifs qu'il faut remercier parce qu'organiser des genres d'activités comme ça, c'est pas toujours facile, surtout dans un contexte où on n'a pas souvent le temps. Moi, ça fait 9 ans que je vis au Québec. Je trouve que cette année, c'est vraiment une année exceptionnelle, malgré le temps qui est très court, là, qui avait été imparti aux organisateurs. Pour revenir à la conférence qui nous réunit aujourd'hui, le Sénégal, terre de paix et de tolérance face aux défis majeurs de l'Afrique, conflit, sécurité alimentaire et renaissance. Donc, vous voyez, c'est vraiment un thème d'actualité, un thème très important. Donc, nous avons deux éminents invités qui sont avec nous, le docteur Cheikh Gadio et le docteur Moussa Seck. Je pense que les organisateurs de cette conférence n'ont pas trouvé mieux en termes de personnes ressources parce que je pense qu'en choisissant le ministre Gadio, ils ont opté pour l'expérience, mais surtout pour la connaissance du terrain. Parce que Cheikh Gadio a été pendant presque une décennie chef de la diplomatie sénégalaise. Je pense que dans l'histoire contemporaine du Sénégal, c'est le plus long règne, le plus long mandat qu'on a confié à un Sénégalais plutôt. Donc je pense que son expérience parle d'elle-même. Mais avant d'être diplomate, il est aussi redoutable journaliste pour les jeunes journalistes que nous étions à l'époque, début 90. Et même, je pense, pour la plupart des Sénégalais de l'époque aussi, qui étaient épris de changement et de paix, ces chroniques dans Sud Hebdo de l'époque, qui est, je pense, le quotidien maintenant, mais qui n'a rien à voir là, en termes de ligne éditoriale, on s'entend. Donc, Gadio a été pour toute cette génération de jeunes journalistes et aussi de Sénégalais qui suivaient l'évolution du pays, a été une référence en matière d'autorité et ses critiques étaient souvent très acerbes, très pointues, mais souvent justes aussi. C'est ça qu'il faut se souvenir aujourd'hui. Donc, c'est quelqu'un qui connaît les problématiques qui sont liées à la paix, à la sécurité dans le monde. Donc, c'est cet invité-là qu'on aura. Donc, je disais qu'au-delà du journaliste et diplomate, c'est aussi l'universitaire qui partagera tout à l'heure ses réflexions sur la paix avec l'Assemblée. Le docteur Gadio est diplômé
communication, doctorat en communication de l'Université d'État de l'Ohio aux États-Unis. Il est aussi très impliqué sur les questions de paix, comme je le disais, de sécurité sur le continent africain. Il dirige présentement l'Institut panafricain de stratégie, qui est basé à Dakar, qui est un think tank de réflexion stratégique, de recherche et de formation, qui est doublé d'une plateforme d'action et de contribution multiforme aux médiations pour la paix en Afrique et de développement de nouvelles stratégies pour sécuriser nos États. Donc c'est vraiment tout son parcours, je pense, qui fait de lui un interlocuteur valable sur ces questions. C'est un médiateur expérimenté, un universitaire et un homme politique de haut calibre que nous recevons aujourd'hui, donc dans le cadre du Bois du Sénégal ici à Montréal. Monsieur le ministre, bonsoir et bienvenue au Québec. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Donc, avant de passer la parole à M. Gadio, j'aimerais aussi rapidement dire un mot sur le Dr Moussa Seck. Je pense qu'il est peut-être moins médiatisé que son non moins illustre invité, mais M. Moussa Seck est un ingénieur agronome de formation, un défenseur acharné de la révolution conceptuelle pour l'Afrique, qui est une invite à une vue de plus près de l'envers position géostratégique de l'Afrique, de ses immenses dotations factorielles et de ses précieux atouts géoclimatiques. C'est dans ce contexte que le Dr Seck interpelle sur les dangers de l'accaparement des terres en Afrique par les multinationales. D'ailleurs, l'Union africaine, son prochain congrès, la prochaine Assemblée générale de l'Union africaine qui va se tenir, je pense, au mois de janvier 2014, à Addis Abeba, va justement porter sur le thème de la sécurité alimentaire. C'est sûr qu'on parle de paix et de cohabitation, mais on ne peut pas parler de paix durable sans parler de la question de la sécurité alimentaire qui est comme une donnée fondamentale même pour avoir une paix durable. Tout à l'heure, en faisant la présentation de son Excellence, j'ai oublié juste de mentionner que justement en parlant de paix, il a été récemment nommé envoyé spécial de l'organisation de la conférence islamique qui s'est tenue à Jeddah, comme l'envoyé spécial donc, de cette organisation-là dans la République centrafricaine. Donc c'est vraiment un homme très expérimenté que nous recevons cet après-midi-là. Je pense que, Monsieur le ministre, sans plus tarder, je vais vous passer la parole parce que je pense qu'avec Seck, l'assistance a hâte de vous entendre sur ces questions. Ce sont des questions fondamentales, je le rappelle, pour notre pays et aussi pour tout le continent africain. Merci beaucoup. Je m'excuse, je traîne une toux depuis 2 semaines. C'est ce qu'on appelle les toux liés à la fatigue. Mais rien de plus. Aucun danger, je n'apporte aucun virus. Juste pour vous rassurer. J'ai beaucoup aimé l'accent canadien de mon grand ami là, Mamadou Ndiaye. C'était un de nos jeunes brillants journalistes. On dit que le journalisme mène à tout. Et je le disais, un de nos plus brillants étudiants au CESTI, Mohamedou Diagne, est actuellement aux États-Unis, un grand auditeur qui fait beaucoup d'argent. Il est parti du journalisme vers le MBA et vers beaucoup d'argent. Donc, Mohamedou, il est important de lui payer attention, parce que lui aussi, je crois qu'il va bientôt gagner beaucoup d'argent. Mon ami Djibril Diop, parfois il y a des présentations qui sont tellement sympathiques que tout noir connaît, tout nègre et africain connaît, on rougit complètement. Et les gens le sentent. J'étais très embarrassé parce qu'il a dit beaucoup de choses qui sont vraies, mais Moussa et moi, je crois qu'on ne le faisait pas pour être remercié, parce que c'est par conviction vraiment qu'on a fait cet effort de venir nous apporter notre soutien, parce qu'on y croyait, et ça ne nous a rien coûté, sauf une nuit sans sommeil. Et ceux qui veulent libérer l'Afrique et travailler à la renaissance de l'Afrique, qui ne sont pas prêts pour des nuits sans sommeil, ne feront rien de grand. Je me rappelais les propos d'un révolutionnaire africain dans les années 70 qui répondait à un ami qui lui disait « Mais toi, tu ne te reposes jamais ».
Il a répondu de façon très belle, nous avons toute la mort pour nous reposer. Donc nous avons toute la vie pour travailler et ne pas dormir, perdre trop de temps dans le sommeil. Je voudrais saluer les frères africains qui sont dans la salle. Leur présence m'a fait chaud au cœur. Certains frères sont venus me saluer, me disant qu'ils étaient des Nigériens. J'espère qu'il y a d'autres nationalités africaines. Et quand le frère nigérien m'a salué, je lui ai dit, si vous n'aviez pas dit que vous étiez Nigérien, je ne vois pas en quoi quelqu'un aurait fait la différence entre vous et nous. C'est d'ailleurs un des fondements de mon raisonnement sur le fait que les Africains sont un même peuple, uni, un et indivisible. J'ai toujours dit que ceux qui étaient contre l'unité de l'Afrique, qui ne croient pas que les Africains appartiennent au même peuple, le grand défi que je leur lance, c'est qu'on sélectionne 10 Africains, on les met dans une salle, et on les fait entrer et disent à quel pays appartient chaque Africain. Il y a de fortes chances qu'ils aient 0 sur 10. Parce que je ne vois pas, il y a des Africains ici dans cette salle, on les parle pour des Rwandais, pour des Camerounais, pour des Tanzaniens, pour des Kenyans. Nous sommes un peuple, un et indivisible. Et c'est important pour nous. Donc je salue les frères africains qui sont là. Et je vais parler du Sénégal, mais je parlerai aussi beaucoup d'Afrique. Et j'espère qu'ils ne se sentiront pas à l'étroit et qu'ils se sentiront en communion avec nous pour célébrer non seulement l'indépendance du Sénégal, mais le mois du Sénégal au Canada. Alors, le frère qui est à ma gauche, Moussa Seck, quand vous l'entendrez parler de moi, lui me fait rougir aussi régulièrement, fréquemment. Mais moi, s'il a de l'amitié et de l'estime pour moi, c'est moi qui ai une profonde admiration pour lui. Je pense très sincèrement que c'est notre actuel ou futur Cheikh Anta Diop. Je le pense sincèrement. Pour l'avoir vu travailler, pour l'avoir vu attaquer tous les domaines de la science et faire reculer les frontières des limites que beaucoup d'Africains se sont imposées. C'est un grand monsieur. Il avait un défaut que j'ai corrigé parce qu'il est sérère. Mais attention, il ne faut pas rire trop tôt ou être trop fier trop tôt. C'est un sérère né et grandi chez les Hapla. Ça lui donne des attributs particuliers. Maintenant, il y a un autre Hapla qui a fait le chemin inverse, qui est allé à Fatick et qui s'est arrangé pour être président du Sénégal. Et ça aussi, c'était un problème parce que il a fallu qu'un Hapla devienne sérère pour pouvoir être président du Sénégal. Donc les Sérères et les Saltigués ont été plus forts, hein, je crois. Et donc depuis lors, tous les Haplas qui ont une visée sur le grand poste stratégique, comme moi, disent que les Haplas sont les diables des Sérères. Mais l'autre bonne nouvelle, c'est un secret que je vous confie. Depuis que j'ai dit que j'étais diable des Sérères, tous les Sérères sont devenus mes diables. Parce qu'ils ont compris. Ils sont tout contents et donc ça règle le problème. Il n'y a pas de tension. Je suis un authentique diable sérère et ça fait que les Sérères sont fiers de moi et puis nous m'en diable. Et c'était ça le but de la manœuvre. Donc chers amis, je voudrais remercier franchement l'association de regroupement des Sénégalais du Canada. J'ai été étudiant, j'ai été militant dans la diaspora. Quand je suis rentré au Sénégal à l'âge de 43 ans, j'avais fait 21 ans à l'étranger, c'est-à-dire la moitié, quasiment de ma vie. Et je croyais que l'engagement dans les organisations de cette nature, que cet engagement était terminé. Que la globalisation a fait son œuvre et que l'individualisme libéral, forcené, avait atteint tout le monde, y compris les Africains. Parce que quand même, si vous êtes d'accord avec l'histoire, la FEANF regroupait tous les étudiants africains qui, dès qu'ils descendaient à Paris, cherchaient un hôtel, mettaient leurs bagages et couraient pour aller demander le siège de la FEANF et aller adhérer à la FEANF. Et c'est la FEANF qui leur disait qu'il y a un regroupement national des Sénégalais qui s'appelle l'ASF. Voici leurs coordonnées, il faut y aller. Où il y a telle association des Guinéens, telle association des Camerounais, etc. Donc c'est pour vous dire que l'engagement des
non seulement des étudiants, des intellectuels, des cadres africains, je croyais que cet engagement s'est essoufflé. Mais en regardant le regroupement des Sénégalais du Canada, on est fiers. Et on se rend compte que cet essoufflement n'est pas la réalité. Et vraiment, bravo, félicitations. Continuez le travail que vous faites. Je vous demande, comme on dit au Sénégal, il faut nous le prouver. D'abord, le ticket pas de chef là. Il faut en plusieurs. Non, c'est parmi les meilleurs artistes de leur génération. Et ils sont brillants. Je les connais, je les respecte. Et ils sont extrêmement dévoués à la cause africaine. Si j'étais vous aussi, bien que moi on me l'a donné gratuitement, je ferai tout pour qu'on ne vous donne pas gratuitement, mais que vous l'achetiez. Ça fera plaisir et ça va aider l'association. Ça, c'est ma façon de remercier cette association pour m'avoir invité et pour m'avoir aussi, pour avoir partagé avec moi ce qu'elle fait pour les Sénégalais, pour les Africains et pour notre continent en général. Donc je suis très très fier et je vous demanderai, Djibi et M. Aïdara, le président, Seydi Amara, le président de l'association, si c'est acceptable que Moussa et moi, on soit membres d'honneur et que vous nous donniez nos cartes de membres à la Sénégal. Je le mérite d'autant plus que je fais partie quand même des précurseurs des Sénégalais qui sont venus au Canada les années 80 ici. On a cassé la baraque avec les jeunes étudiants. Nous-mêmes, on était très jeunes à l'époque. Et on connaissait bien le Baobab, Montagne Sainte-Geneviève, les grands clubs. Maintenant, je ne demande plus où sont les clubs parce que c'est l'âge, n'est-ce pas? Mais le Montréal des années 80, avec le doyen, c'était notre Montréal. Et j'ai une pensée très affectueuse et très pieuse pour mon grand frère Iboussei qui est décédé et qui m'avait accueilli ici et qui avait fait beaucoup pour les Sénégalais du Canada. Voilà en gros donc ce que je voulais dire. Alors, vous aurez Pape et Cheikh. Aujourd'hui, vous aurez Moussa et Cheikh. Je compte continuer à présenter, à travailler avec lui. On l'a fait aux États-Unis, on l'a fait au Sénégal, on l'a fait plusieurs fois, pour qu'effectivement un couple historique soit fondé entre un communicateur engagé politiquement et un scientifique engagé politiquement et qu'on aille ensemble. Comme on dit chez nous, quand tu dis les qualités de quelqu'un, ça ne diminue pas tes qualités, au contraire. Et vraiment, ce monsieur, je suis fier qu'on nous associe et qu'on parle de Moussa et Cheikh. Alors moi, je lui demandais, mais est-ce que toi on t'appelait pas Pape Moussa avant? Parce que je cherchais coup à créer un Pape et Cheikh. Finalement, Moussa et Cheikh aussi, c'est très bien. Et Moussa, c'est pas un petit nom dans l'histoire de l'humanité. Vous avez compris à quoi je veux faire allusion. Maintenant, pour attaquer mon sujet directement, je vais essayer d'aller très vite. Mon lien avec la diaspora est lié quand même à un certain nombre de choses. Je l'ai dit, ancien membre de la diaspora pendant 21 ans, ministre, avant de quitter, quand nous avions décidé de nous engager dans le combat politique pour terminer le règne du Parti Socialiste. J'espère qu'il n'y a pas de camarades du Parti Socialiste dans la salle, mais aujourd'hui on est camarades dans Benno Bokk Yakaar, mais avant, vraiment, après les années 95, on voulait l'alternance au Sénégal. Donc c'est nous qui avons créé, moi et d'autres amis, le Forum des citoyens pour l'alternance. On a créé à partir des États-Unis et du Canada. Donc ça a fait que nous avions à l'époque impliqué la diaspora dans la politique sénégalaise et nous avions pris position. Mamadou se rappelle les contributions qu'on envoyait à Sud. Abdoulaye Wade à l'époque appelait les missiles intercontinentaux. Ils venaient des États-Unis pour cogner le régime de Diouf. Et quand le régime les attaquait, ils nous téléphonaient ici pour dire Gadio, quand est-ce que vous allez répondre? Et donc quand nous faisions nos contributions, ça faisait le tour du pays et les gens appréciaient beaucoup. Ensuite, j'ai été ministre des Sénégalais de l'extérieur. Malheureusement, pour 1 an et demi, 2 ans maximum. Et ça nous a permis de faire le symposium des Sénégalais de l'extérieur, où pour la première fois la question centrale a été posée dans les deux sens. Qu'est-ce que le Sénégal peut faire pour sa diaspora?
et qu'est-ce que la diaspora peut faire pour le Sénégal. Je crois qu'on peut tourner la question sous mille toutes façons, mais c'est ça la question centrale. Que peut faire le Sénégal pour sa diaspora et que peut faire la diaspora pour le Sénégal. Donc je demande qu'on réfléchisse ensemble sur ça. Et notre symposium avait donné d'excellentes conclusions. Et je crois qu'on avait commencé à régler les problèmes. Malheureusement, le portefeuille du Sénégal et l'extérieur a été détaché du ministère des Affaires étrangères avec les conséquences que l'on sait. Ensuite, j'ai été ministre de l'Union africaine. Et ça m'a donné l'ouverture pour m'occuper de la diaspora africaine de façon beaucoup plus large et la promotion du panafricanisme qui est ma vie depuis que je suis étudiant en 1977. Je me suis engagé au plan des idées aux côtés de Cheikh Anta Diop et ensuite j'ai découvert Kwame Nkrumah et il est devenu pour moi la référence absolue. Kwame Nkrumah et Cheikh Anta Diop, là aussi on a un couple, Kwame et Cheikh, et ça a été un couple pour moi historique que les Africains n'ont pas fini, les Africains disons n'ont pas fini de puiser dans ce couple historique Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah, et on y reviendra peut-être dans la deuxième partie de notre discussion. C'est au titre de cette fonction de ministre des Affaires étrangères, ministre des Sénégal et de l'Union africaine, que nous avions proposé à l'Union africaine que la diaspora soit considérée comme la 6e région du continent. Et c'est nous-mêmes qui avions drafté le paragraphe qui a été adopté par l'Union africaine quand nous avons senti une immense réticence de certains pays frères du continent, particulièrement les pays du Nord, qui pensaient que l'intégration de la diaspora dans le processus de l'Union africaine risquait de les marginaliser, eux qui étaient du Nord, pour d'autres raisons. Et il a fallu beaucoup les apaiser. Et depuis lors d'ailleurs, la matérialisation de la diaspora comme 6e région ne s'est pas encore faite comme il faut. Il faudra que ce travail, ce combat continue. J'ai eu la chance donc d'organiser les 2 grandes conférences des intellectuels d'Afrique et de la diaspora, à Dakar d'abord, et ensuite à Bahia, Salvador de Bahia au Brésil, avec les présidents donc Wade, Lula, Thabo Mbeki, Obasanjo et les autres. Ensuite, nous avons eu la chance de mener la bataille pour le sommet d'Accra sous le gouvernement de l'Union. Et c'est le Sénégal qui a fait cette motion, et c'est moi qui ai eu la chance et de la drafter et de la lire. Le président du Sénégal en 2007 étant absent pour préparer les élections de 2007. Donc nous nous sommes battus, le Sénégal a obtenu le sommet d'Accra sur les États-Unis d'Afrique et le gouvernement de l'Union. Tout cela donc donne une certaine expérience du combat non seulement panafricain, mais du combat pour la renaissance africaine et du combat pour la diaspora africaine. Donc moi l'appel que je lance, que j'ai toujours lancé et que je vais réitérer, c'est l'appel à la diaspora africaine. Quand en 2001, j'ai lu dans Jeune Afrique qu'un pays africain comme l'Égypte, avec 200 000 médecins, chercheurs, informaticiens, ingénieurs, etc., entre le Canada et les États-Unis, 200 000. Je me suis dit, comment ce pays-là pourra se développer en ayant 200 000 de ses enfants parmi les meilleurs cerveaux du pays, les meilleures compétences, les meilleurs cadres du pays, à l'extérieur du pays. Donc je me disais que si l'Égypte pouvait mener la bataille pour récupérer 10%, ça ferait 20 000 ingénieurs, médecins, chercheurs, informaticiens, scientifiques de tous les niveaux qui rentreraient au pays, 20 000. Et ce serait extraordinaire pour le développement de l'Égypte. Aujourd'hui, je fais l'hypothèse, je l'ai dit et je le maintiens, que le Sénégal a au moins 4 millions de Sénégalais à l'extérieur. Et ce n'est pas des calculs fantaisistes parce qu'on était en train, en 2003, on a failli obtenir le recensement des Sénégalais à l'extérieur financé par le PNUD. Ce projet est tombé à l'eau pour des raisons que je ne maîtrise pas tout à fait. Mais ce projet nous aurait permis de confirmer ce qu'on savait. Certains ne se rendent pas compte qu'il y a eu des moments dans l'histoire du Sénégal où on avait 1 million de Sénégalais en Côte d'Ivoire. Rien qu'en Côte d'Ivoire, 1 million. Et qu'on avait des centaines de milliers de Sénégalais au Gabon et dans toute l'Afrique australe. Avant de sortir du continent africain, on avait déjà quasiment 2 millions de Sénégalais. C'est vrai que ça a changé, c'est vrai que beaucoup de Sénégalais ont quitté la Côte d'Ivoire, mais l'essentiel des Sénégalais qui ont quitté ne sont pas rentrés au pays, ils se sont redéployés. Aujourd'hui, vous avez une communauté sénégalaise, et c'est des amis qui me l'ont dit et qui savent de quoi ils parlent, une forte communauté sénégalaise, devinez où? En Argentine. En Argentine.
Quand on a fait le symposium des Sénégalais de l'extérieur, on a posé la question, on a dit, Monsieur le Président, on vous amène la communauté sénégalaise. On a recensé des Sénégalais dans chaque pays du monde, quasiment, sauf en Alaska. Et un Sénégalais a levé la main pour dire, je m'excuse, mais moi je viens de l'Alaska. Et ça bouclait la boucle. Alors, si on fait l'hypothèse basse, ce serait 3 millions de Sénégalais à l'extérieur. Si on considère que quand la ville de New York avait décidé, après le recensement des Sénégalais, qu'ils étaient 8 000, en ce moment, ils avaient dépassé la barre des 40 000. Quand en Italie, j'ai reçu le ministre des Affaires étrangères de l'Italie, je lui ai dit vraiment, il y a eu un changement. Nos compatriotes n'allaient qu'en France parce qu'ils comprenaient français. Aujourd'hui, ils sont au Portugal, ils sont en Espagne. Ils commencent même à venir chez vous. Il paraît que vous avez près de 60 000 Sénégalais. Je me dis, monsieur le ministre, je te le dis avec certitude, ce sont nos enquêtes et investigations. Ils sont 160 000. 160 000. Le premier ministre Zapatero nous a dit un moment, quand on pensait qu'il y avait 8 000 Sénégalais en Espagne, qu'ils étaient 29 000. Donc c'est pour vous dire que si on a fait une hypothèse basse de 3 millions, une hypothèse haute de 4 millions, admettons que sur ces 3 millions ou 4 millions, je pense franchement au moins 10% sont des cadres de très haut niveau. Des cadres de très haut niveau. Ingénieurs, scientifiques, médecins, businessmen, chercheurs, tout ce qu'on veut, de très haut niveau. Alors, ça fait combien? Ou 30 000 ou 40 000 cadres. Imaginez qu'on puisse récupérer non, ça fait 300 000 ou 400 000. 300 000 ou 400 000. Si vous prenez 10% de 4 millions, ça fait 400 000. 10% de 3 millions, ça fait 300 000. Imaginez que le Sénégal puisse récupérer 10% de ces 10%. Ça me fait 30 000 cadres. Ou ça me fait 40 000 cadres qui rentrent au pays. Et c'est pour ça que, honnêtement, je ne comprends pas tous les gouvernements du Sénégal qui sont passés, y compris le gouvernement dans lequel j'étais impliqué, qu'on ait eu une aussi faible compréhension de la valeur stratégique de la diaspora. Un quartier de Londres a plus de médecins originaires du Malawi que l'ensemble du pays qu'on appelle le Malawi. Un seul quartier de Londres. Comment l'Afrique, pauvre, peut investir dans l'éducation, payer la formation à l'école primaire, 6 ans, le lycée, 7 ans, 13. Parfois, vous amènez à l'université de Dakar, 4 ans, 17 ans. Vous allez en France faire un master ou une maîtrise en France, 2 ans ou 3. Vous venez au Canada, vous faites 2 ou 3 ans. Le Canada a contribué sur 21 ans de formation, 2 ou 3 ans, ou 4 ans. Le Sénégal a pris la facture pour les 17 ans. Et le Canada prend le jackpot, c'est-à-dire le produit fini. Le produit fini. Alors, qu'on soit très clair, je ne critique pas les produits finis que vous êtes. Je critique encore une fois, ma posture, elle est constante, elle ne changera jamais. Je ne blâmerai aucun pays du monde pour les problèmes de l'Afrique. Aucun. Je blâmerai les Africains pour les problèmes de l'Afrique. La responsabilité, elle est nôtre. C'est trop facile de se défausser. Et comme je disais, trop facile de sous-traiter les problèmes de l'Afrique avec les autres. Et de chercher une excuse. C'est parce que les autres nous ont fait ceci, nous ont fait cela. Il y a beaucoup de peuples qui ont souffert dans le monde. Ce que la Chine a vécu dans les années 20, 30, 40, en termes d'horreur, de massacres, de tueries, de restaurants où on mettait interdit aux chiens et aux Chinois. Ils ont tout vécu. 1956, parce qu'ils avaient un leader visionnaire qui s'appelle Mao Zedong. Quel que soit pareil à ce qu'on peut lui reprocher. 1956, il dit, si mon pays respecte le poids de son histoire, la taille de sa population et ses immenses ressources, dans 50 ans, nous devrions être la première économie du monde et dépasser les États-Unis. Et si je me trompe, ça doit être dans une marge de 10 ans. Chers amis, la bonne nouvelle, c'est quoi? Quand il disait 50 ans, c'était 2006. Marge d'erreur de 10 ans, c'est 2016. Il y a juste 1 mois et demi,
la Chine est passée première puissance commerciale du monde devant les États-Unis et elle est candidate au statut de première puissance mondiale dans très bientôt. Voilà ce qui a malheureusement manqué à l'Afrique. Des dirigeants de ce calibre, de cette vision et de cet engagement. C'est pour ça, encore une fois, je lance personnellement un appel à la diaspora. Toute la diaspora ne peut pas revenir. Ce n'est même pas réaliste. Mais même la diaspora qui reste à l'extérieur peut contribuer au développement du continent africain si on lui donne une chance. Elle ne demande que ça. Combien d'experts africains en business, en marketing, qui ont des compétences pour développer l'économie du continent, qui aujourd'hui travaillent dans les plus grandes institutions des finances internationales, ne demandent qu'une seule chose, une petite chance, une petite ouverture pour venir servir le continent africain, apporter leurs compétences, apporter leur expertise, même s'ils viennent pour une certaine durée et qu'ils retournent à leur base. Mais c'est l'Afrique qui verrouille, qui ferme les portes, qui parfois ne veut pas de ses enfants. Et moi je trouve que c'est une tragédie. Et ces enfants-là vivent dans ce que j'appelle la mélancolie de l'immigration. Moi je l'ai vécu. C'est un spleen, c'est une souffrance. Elle n'est pas assumée, parfois pas reconnue. Il y a des moments, comme on dit, d'autres tu peux dire dara. Vous êtes prêts à tout abandonner et à aller à l'aventure. L'aventure, c'est quoi? Vous vivez dans un pays où, honnêtement, on respecte vos compétences, on vous donne des opportunités. Vous descendez chez vous, dans votre propre pays, on vous maltraite à partir de l'aéroport. On regarde votre passeport. On prend votre passeport, on le pose de côté et on parle à d'autres. Histoire de voir si vous êtes vraiment pressé, vous faites ce que vous devez faire et on règle votre problème que vous allez dire. Et comme vous êtes dans des pays où, si vous respectez les règles du jeu vous respectent. Donc vous n'avez pas besoin de donner des bribes, etc. ici. Et vous avez pris cette habitude, cette culture. Donc vous pensez que ce à quoi vous avez droit, on doit vous le donner et vous partez, c'est terminé. Donc vous venez à l'aéroport, les gars, avant vous venez du Canada. Le Canada, c'est un grand pays, hein? Le Canada, vous êtes européen, vous gagnez beaucoup d'argent et pas. Et dès que le mot argent sort, vous avez compris de quoi on est en train de parler. Je ne parle pas en particulier de l'aéroport Dakar, je parle un peu du comportement de certains fonctionnaires véreux dans le continent. J'en ai été victime plusieurs fois, donc je sais de quoi je parle. Donc c'est pour dire que l'Afrique a un grand défi. On ne peut pas dire que nous manquons de ressources humaines chez nous et avoir les ressources, immenses ressources, des millions d'Africains, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, qui ne rêvent que d'une chose, que l'Afrique leur dise: nous vous aimons, vous faites partie de nous, venez apporter votre contribution. Ils ne demandent que cela. Moi, je connais des cadres africains qui ont demandé à venir dans leur pays et qui ont dit qu'ils renonçaient à leur salaire. Un des exemples historiques les plus connus, c'est celui de Sean Pitroda. Vous pouvez le Google son nom. Sean Pitroda, c'est un Indien que mon ami Ndiaye connaît bien peut-être. Sean était là, il a fait comme moi, il a eu son PhD en communication. Rajiv Gandhi, qui a fait la même classe au lycée que lui, il a dit: écoute Sean, il paraît que tu es un brillant cadre en communication, l'Inde veut moderniser sa communication, est-ce que tu peux venir nous aider? Il dit à Rajiv Gandhi: on va faire un contrat. C'est pour vous dire que le mauvais traitement appliqué à la diaspora n'est pas spécifique à l'Afrique. Il dit à Rajiv: on va faire un contrat et vous allez le publier dans les journaux, que vous me payez 1 roupie par an, 1 franc par an. 1 franc, parce qu'il faut quand même payer ce que j'ai fait. Mais je prendrai 1 franc par an. En contrepartie, je viendrai travailler à côté de vous, comme conseiller spécial. Et je vais m'occuper de la communication de l'Inde. Mais vos ministres, vos grands fonctionnaires, là, qu'ils me laissent travailler. Et je vous rendrai compte directement. Rajiv lui a dit: viens. Il vient, première révolution conceptuelle, il dit: l'Inde ne peut pas rattraper son retard technologique par rapport au Japon. Mais l'Inde peut damer le pion au Japon, à la Chine, à l'Europe, à l'Amérique, à tout le monde, en étant la superpuissance des softwares. Laissons tomber les hardware, on ne fera pas d'ordinateur meilleur que Sony, etc. Mais on peut nous apporter l'intelligence, les contenus. Et l'Inde aujourd'hui produit 200 000 ingénieurs en IT dans le monde,
tous des spécialistes de software extrêmement brillants et qui ont inondé le marché mondial. Plus d'1 million aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Les Indiens dominent ce secteur. Vous voyez leur pays dans la course pour le rattrapage et maintenant en phase de passer la 3e puissance du monde. Donc c'est pour dire que la diaspora est essentielle. Et quand il a fini son mandat, il a fait son travail, il a remercié Rajiv Gandhi, il lui a remis tout, il est parti. Et malheureusement, Rajiv Gandhi lui-même, 1 ou 2 ans après, a été assassiné. Et bon, l'Inde a connu des soubresauts, mais s'en est plus ou moins remise. Donc, chers amis, c'était un appel que je voulais vous lancer. Votre association peut faire ce travail de sensibilisation. Mais il faut que nos gouvernements vous écoutent. Il faut, s'ils ne vous écoutent pas, il faut vous imposer. Il faut vous imposer parce que vous faites partie de cette terre du Sénégal, de cette terre d'Afrique. Ils n'ont pas le droit de vous priver de ce qui vous appartient, que vous partagez avec eux. Moi, je connais des gouvernements africains que je pense être frileux. C'est-à-dire les compétences de la diaspora ne peuvent que les déranger. Parce qu'en eux-mêmes, fondamentalement, ils n'aiment pas les compétences autour d'eux. Et ils font la promotion du contraire de compétences. Je ne veux pas utiliser le mot auquel je pense, mais ils font cette promotion. Parce que quand on est brillant et qu'on est entouré de gens qui sont éteints, on devient plus brillant encore. Mais moi, j'aurais aimé briller parmi des gens qui brillent. C'est ça qui est bien, c'est ça qui tire l'Afrique de l'avant, pas le contraire. Alors, le titre Sénégal, terre de tolérance, terre de paix. Pour dire la vérité, j'ai beaucoup hésité. Et je me suis dit que c'est un titre qui a un côté réalité et qui a un côté mythe. Alors, le côté réalité, je vais en parler, mais le côté mythe aussi, honnêtement, il faut que j'en parle, par souci d'honnêteté intellectuelle. Le côté réalité, c'est quoi? Nous sommes tellement mélangés, comme on dit chez nous, que des gens comme moi, je réfléchissais au thème et je me suis dit, pourquoi aller plus loin que mon propre cas, où une partie de la famille est de tradition maraboutique. C'est les parents Waliou de Saldé du fleuve Sénégal. Dans le cimetière du village, un vieil érudit qui est un oncle à moi, Omoudou Hafiz Gadio, qui est le fils de Thierno Mokhtar Gadio de l'aventure ambiguë, de Cheikh Amadou Kane, que tout le monde connaît. Le vieux m'a dit que dans ce cimetière, on a enterré 7 Waliou reconnus. Donc c'est une forte tradition maraboutique. De l'autre, vous avez la tradition des gens du pouvoir, les Almami du Fouta, comme Adjab Lidoué, Almami Youssouf Sireli, qui est un grand-père, et qui donc représente ceci le savoir, cela le pouvoir. Mais c'est ce même Almami Youssouf Sireli à qui l'Almami du Djolof a donné une de ses cousines en mariage, et qui est une femme tchédo. Et donc, cette femme tchédo a eu une fille qui a eu mon grand-père paternel. Donc, je tire de ces 3 origines une partie maraboutique, une partie des gens du pouvoir et une partie de tchédo, du Djolof. Donc, je suis très fier. Je me retourne moi-même pour aller épouser une femme Djolof, dont la grand-mère est de Maïsawali John, donc c'est Sérère, dont le père est moitié Djolof, moitié Kadior, sa mère plutôt du Kadior, les farines bouffeteux là comme on dit. Donc, mes enfants sont quoi? Ils ont touché au Djolof, mais d'abord au Fouta, quand même, je suis le père. Il faut quand même que le nom Gadio qu'ils portent, je le valorise un peu. Donc, ils sont du Fouta, Alpula. Ils sont du Djolof. D'abord par ma grand-mère Tchado, venue du Djolof. Ensuite par leur maman qui est du Djolof. Leur maman a une moitié sérère de Maïsawali John et une autre moitié Adior. Un quart, c'est des quarts quand même, parce qu'il y a trop de moitié là. Quelques quarts Wolof, quart Kadior, quart Silsal et la moitié de Djolof. Ça, ce sont mes enfants. Et mes enfants, l'un d'entre eux en tout cas, a épousé une jeune dame qui est moitié mandingue et moitié marocaine. Donc mes petits-fils seront quoi? D'origine mandingue,
un peu Maroc, Hapla, Serer, Wolof, Adjor, Kadior donc, Jolof, Sin, Casamance, parce que le père de ma belle-fille, les Mandins. Voilà le Sénégal, en sorte de kaléidoscope, de pays où véritablement les gens ont appris à se mélanger. Et c'est fondamental. Il y a même un concept dans notre culture qui s'appelle Djakhase Deret. Des gens qui décident de mélanger leur sang. Et c'est très d'une sagesse culturelle extraordinaire, parce que nos ancêtres savaient ce qu'ils faisaient quand ils réglementaient ces mariages, ces mélanges de sang, comme ils disent. Il y a beaucoup de choses dedans, je ne vais pas entrer dans certains détails, mais l'ouverture et la tolérance, et la capacité à bâtir des alliances fondées sur l'échange. Vous donnez votre cousine dans telle autre famille et vous nouez un pacte, une relation. Et les Albouri, et puis les Amans du Fouta, les Damel du Cayor, etc. Tous ensemble, ils ont fait ce genre de parenté. C'est ce qui explique, à mon avis, le Sénégal d'aujourd'hui, où il n'y a aucun Sénégalais qui n'a pas, comme disait Senghor, avec sa brillance habituelle, quand Senghor a dit que lui-même, sa mère est Bahoum, et Bahoum est une déformation de Bokoum. Et que donc, sa mère est Djawando, d'origine, Poulard, et que son père est Séré, et qu'il a une goutte de sang portugais. Et ça, c'est Senghor. J'avais beaucoup aimé ça, mais j'ai cherché la goutte de sang portugais dans son visage et j'ai difficilement trouvé. Mais en même temps, je vous jure, pour ceux qui connaissent le milieu Halpulaar, qui connaissent les familles Bokoum, si vous prenez leur photo, vous prenez la photo de Senghor, je vous jure, la parenté génétique est très claire. Visiblement, il a raison de dire qu'il a des parents de ce côté-là du Fouta. Donc voilà le premier président du Sénégal, et parlant toujours de tolérance, qui est chrétien dans un pays où il y a moins de 10% de chrétiens, avec 90% de musulmans, et il a toujours eu un soutien majoritaire pour faire 20 ans de pouvoir. Et ses deux plus grands mentors qui l'ont soutenu, c'était Seydou Nourou Tall et Falilou Mbacké, contre tous les autres. Même la crise avec Mamadou Dia, un Halpulaar, les grands élus du Pulaar ont soutenu Senghor contre Mamadou Dia. Et ça, c'est historique. Abdou Diouf, je l'ai toujours dit, les Sénégalais qui pourront me dire l'ethnie de Abdou Diouf, je vais les féliciter, je vais les décorer. Diouf, c'est un nom patronymique serré. Sa mère Poumadem est une Halpulaar reconnue. Côté paternel de Abdou Diouf, il y a sa tante dont il parle souvent, et qui était son idéal, qu'il a élevé, etc., qui est Halpulaar Peul. Et sa tante Yassine, je crois, dont il a donné, ou en tout cas une de ses tantes, dont il a parlé, disant qu'elle avait des origines Peul. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il est d'une origine tellement complexifiée au niveau sénégalais, que Abdou Diouf est tout simplement un Sénégalais. Il n'est ni Sérère, ni Halpulaar, ni Wolof. C'est Abdou Diouf, c'est le Sénégalais post-ethnique. Et en cela, d'ailleurs, il était admirable dans son comportement. Abdoulaye Wade nous a dit, et je pense qu'il a raison, que son père est originaire du Wallou, de la royauté du Wallou. Ensuite, que sa maman était métisse, Peul et Mandé. D'ailleurs, il dit, je tire mon teint clair de cette origine, Manding et Peul. Donc voilà que le Sénégal a eu comme troisième président quelqu'un qui est métis Wolof, Manding et Peul. Et là maintenant, pour pousser le bouchon plus loin et rendre les choses encore plus complexes, c'est un Halpulaar bon teint de culture serrée qui arrive à la tête du pays et qui est originaire de Fatick. Et dont on dit que les parents viennent du Fouta, mais qui est Macky Sall. Pulaar au Sérère, Sérère au Pulaar. D'éducation Wolof et marié à une épouse Sérère. Tout simplement pour vous dire qu'on est dans un pays où Senghor nous a donné un héritage pour lequel nous devons lui être reconnaissants pour le reste de nos jours. Senghor nous a donné une société post-religieuse. Conflit religion, Sénégal, Sérère, musulmans, chrétiens, ça n'a aucun sens. Les gens s'entre-marient, se marient entre eux. Les fêtes de Tabaski sont célébrées par les chrétiens,
Les Sénégalais sont des grands amateurs de Noël, musulmans ou chrétiens, et des grandes soirées dansantes de Noël. Les fêtes de Pâques, etc. Le Ngala, c'est le Ngala, qui fait le tour du Sénégal. On a appris non seulement à vivre ensemble, parce qu'apprendre à vivre ensemble, ça ne veut pas dire vivre ensemble réellement. Ça veut dire qu'on accepte la cohabitation, le voisinage pacifique. Mais nous, on est allé plus loin. On vit heureusement ensemble, de façon très heureuse et de façon assumée, et sans préjugés. Quand on m'a dit que Popenguine, le plus grand pèlerinage chrétien du Sénégal, dans le comité d'organisation du pèlerinage chrétien, au village là-bas, parmi les villageois, que le trésorier était musulman, j'ai dit bravo. Son problème, ce n'est pas que les chrétiens ou les catholiques, les musulmans ou les non-croyants viennent. Non, son problème, c'est que son village doit réussir son pèlerinage. Monseigneur Tchandoum, le premier cardinal africain, je l'ai dit en Centrafrique, j'ai dit un de ses cousins connus était imam. Et lui, il était le premier cardinal africain. Donc vous avez des familles, une partie, 30% de la famille est chrétienne, 70% est musulmane. Et l'inverse, des familles essentiellement chrétiennes, avec des enclaves à l'intérieur qui sont des musulmans. Vous avez des cimetières mixtes au Sénégal. Vous connaissez la belle phrase du président Abdou Diouf, qui souhaite de tout cœur être enterré à Ziguinchor, dans le cimetière mixte, parce que son épouse est chrétienne, et il aimerait reposer dans le même cimetière. Je trouve ça très émouvant. Il a demandé à ce que lui et son épouse soient enterrés dans le même cimetière mixte de Ziguinchor. Ça encore, c'est le Sénégal. Parce qu'il y a des gens qui continuent l'adversité et l'opposition religieuse jusqu'après la mort. Vous êtes mort, vous êtes en train de vous reposer. Pourquoi vous parlez de religion? Ça s'est dépassé maintenant. Vous êtes dans la vérité, comme on dit chez nous. C'est nous qui sommes dans le feu et dans l'inconnu. Donc vous vous calmez, et quel est le problème? Et moi j'ai vu des villages serrés sur la route de Thiès, où il m'a semblé voir des cimetières mixtes. J'ai vu des croissants musulmans et des choses avec croix religieuses chrétiennes. Ces morts-là, ils reposent tranquilles. J'en suis sûr, ils dorment tranquillement. Ils n'ont pas de problème que les vivants ont ou veulent créer. Et je parle de cette expérience à mes parents et à mes amis centrafricains. Le Sénégal a une autre chance pour la tolérance et la cohabitation. C'est la parenté à plaisanterie. Et ça, cette parenté, les sociologues disent qu'elle a une fonction cathartique. Elle permet de dégager les tensions. Quand un Sérère et un Halpulaar se rencontrent, c'est formidable. Farba Senghor, je me moquais beaucoup de lui pour d'autres raisons, mais pour son côté Sérère quand même, je le protégeais un peu. Jusqu'au jour où on était 4 ministres Halpulaar autour de Farba. C'est d'ailleurs pour moi le seul jour où Farba a dit quelque chose d'extrêmement intelligent. on était 4 ministres Halpulaar autour de Farba. Après on lui dit, chacun lui dit Farba notre esclave, Farba notre esclave. Après il s'est retourné et dit mais écoutez, c'est la première fois dans l'histoire qu'on voit un esclave entouré par 4 rois. Ce qui est plus logique, moi je suis le roi. Après, je lui dis Farba, tu as marqué 10 heures. Il y avait PK Diop, il y avait les autres, personne ne pouvait répondre. Après je me suis dit, mais si je laisse ce Sérère partir avec cette victoire, c'est extrêmement grave pour le reste de l'histoire des relations Sérère-Pulaar. Alors comme le bon Dieu est très juste et que je crois qu'il est du côté des Pulaar, il m'a soufflé la réponse. Je dis Farba, je vais t'expliquer pourquoi c'est toi l'esclave. Il me dit, ah bon, tu continues, dis-moi pourquoi. Je lui ai dit, dans l'histoire, il y a eu quand même des esclaves de luxe. Tu en fais partie. Les esclaves de luxe entraînent un combat mortel des rois pour les récupérer. C'est pour ça que tous les cas qu'on est là, il me dit, tu as bien répondu. Donc c'est ça le Sénégal. Et les Diola et les Sérères, vous savez qu'ils ont une relation beaucoup de pudeur et d'affection. Ils estiment qu'ils ont deux sœurs, ils viennent de 2 sœurs. L'une a, les Diola sont
venu de cette sœur et les Sérères sont venus de l'autre. Voilà. Et les Sérères et les Diola ne se font pas certaines choses. Dans l'arène sénégalaise, c'est maintenant avec le règne de l'argent et la venue en force des dollars que les règles ont changé. Moi, je m'appelle, j'avais des amis lutteurs Halpulaar. Quand on leur donne un combat contre un Sérère, ils disent jamais. Nous, il nous est interdit de frapper un Sérère. Je ne peux pas me battre contre un Sérère. Je trouvais ça aussi très, très joli. Mais maintenant, les Sérères boxent les Halpulaar. Boxent les Sérères. Parce que l'argent a fait son boulot, n'est-ce pas? Et ensuite, vous connaissez toute la relation de plaisanterie entre les Walo, les Baol, les Adior, les Saloum, les Halpulaar, les Diola, etc. Ça donc, chers amis, c'est le côté, c'est le bon côté. Je vous raconte une dernière anecdote. Quand j'ai choqué le président Wade, mais je l'ai fait exprès, mais c'était très positif. Il m'avait invité à un déjeuner avec la reine Sofia d'Espagne. Merci, c'est très gentil. Merci beaucoup. Ça, tu aurais dû laisser les Sérères remporter le café quand même. Mais parce que pour lui, on va faire Alors, la reine Sofia d'Espagne, en dîner avec nous, dit au président Wade, vous avez combien de détenus au Sénégal? Wade dit, regarde, explique-lui. J'ai dit, son Altesse, je crois qu'on a les Soninké, on a les Diola, les Mandeng, les Sérères et les Halpulaar. Et Wade dit, oui, le gars, il continue. Je dis, le président, j'ai fini. Il me dit, comment ça? Et les Wolof? Je lui ai dit, président, je l'ai fait exprès parce que faut que les Wolofs vivent ce que les autres vivent tout le temps, premièrement. Et deuxièmement, je me trompe peut-être, mais je suis presque convaincu que le Wolof n'existe pas. Wade me dit, non mais attends, gars, soyons sérieux. Parce qu'on avait une grande dame, une reine avec nous et tout. Je lui ai dit, monsieur le président, je pense que quand les Pulaar, Soninké, Mandeng, Diola et Sérères se sont rencontrés au Sénégal, ils ont inventé une langue qu'on appelle le Wolof. C'est une langue de communication qui n'aurait jamais dû devenir un groupe ethnique. Parce qu'en plus de cela, les Wolofs reconnaissent que leur ancêtre, c'est Ndiadjen Ndiaye, qui vient du Nord, et que leur maman, c'est Farmata Sall, qui est une Halpulaar, premièrement. Que le premier roi Wolof connu, Déthié Ndiogou Fall, était un Mandeng. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? C'est comme si vous enleviez du Wolof tous les mots Pulaar, tous les mots Sérères, tous les mots Mandeng, Soninké et autres, c'est comme s'il n'y avait plus rien. Donc je dis que, honnêtement, les Wolofs devaient être le Swahili du Sénégal. C'est-à-dire une langue, pas une tribu ou une ethnie. Une langue donc de communication. Je lui dis la facilité déconcertante avec laquelle chaque Sénégalais qui vient des régions, qui ne parle pas un traître mot de Wolof, au bout de 2 mois à Dakar, il est expert en Wolof. C'est-à-dire que, à mon avis, il y a un phénomène de réappropriation d'une langue qui lui appartient. Donc, le Wolof ne peut être la langue de tous les Sénégalais que parce que c'était une langue de communication, ce n'était pas forcément un groupe ethnique. Wade me regarde, c'est tellement intéressant. Au fond, c'est brillant. Et tu sais, je vais l'utiliser dans ma prochaine campagne. Donc, c'est pour vous dire que le Sénégal a des atouts et qu'un peuple n'est pas configuré par accident dans sa morphologie actuelle. Le Sénégal d'aujourd'hui a été le produit de tout un mouvement historique. Je n'ai même pas brossé le côté religieux. Vous savez comment la famille de Sidi El Hadj Malick Sy se réclame de Oumar Foutiyou Tall. Comment Ahmadou Bamba et Maodo Malick sont des parents. Et vous prenez tous les grands confrères du Sénégal, essentiellement pour eux du Nord, et beaucoup disent qu'ils ont de la parenté Halpulaar. La famille Bousso, de Boléré, dont ils se réclament, et je crois même qu'ils sont en train de renouer les relations et tout ça fait la beauté de ce pays, fait la force du Sénégal. Donc quand on donne un titre comme ça, terre de paix et de tolérance, j'accepte.
Maintenant, là où je n'accepte pas, et c'est le côté mythe, et sans vouloir vous décevoir, il y a quand même des vérités qui sont importantes à reconnaître. On a beau être un pays de tolérance et de paix, nous avons une guerre au sud du Sénégal depuis 32 ans. La crise en Casamance, c'est une catastrophe pour le Sénégal. Et si on continue de dire que nous sommes un pays de paix et de tolérance, c'est comme si on acceptait le fait que la Casamance ne faisait pas partie du Sénégal. Et c'est lourd de conséquences. Je pense qu'il faut reconnaître que même les peuples les plus pacifiques du monde traversent des crises de cette nature et se retrouvent dans une situation où la paix qui fait partie de leur culture n'est plus la réalité du pays. Le Sénégal a de sérieux problèmes au sud. Et nous, dans notre mouvement, dans le mouvement politique qu'on a mis en place, on a dit, le mouvement MPSL, le mouvement politique, mouvement panafricain et citoyen Niger Jotna, nous avons dit aux Sénégalais et à nos frères et sœurs africains que pour nous, le Sénégal a beaucoup de priorités, mais la priorité numéro 1, c'est la paix en Casamance. Et nous y croyons profondément. Nous sommes déjà tellement petits comme pays, moins de 200 000 km². À côté du Mali, 1 300 000 km². Le Tchad, 1 400 000 km². 1 400 000 km². Le Niger, plus d'1 million de km². La Mauritanie, 1 million de km². Nous sommes 196 000, 198 000. On s'est senti tellement petit qu'on a arrondi à 200 000. Les gens ont peut-être accepté, donc 200 000 km², disons. Mais dans ces 200 000, il y a l'enclave de la Gambie à l'intérieur que nous acceptons parce que c'est un État souverain et c'est un pays frère. Mais historiquement parlant, c'est comme si la Guinée-Bissau, la Casamance, la Gambie et le nord du Sénégal étaient une même entité, l'Empire du Gabou. On aurait dû rester la même chose. Mais quand les colons ont décidé qu'ils vont dans chaque fleuve s'installer, ils ont pris le fleuve Gambie, ils ont pris le fleuve Sénégal, et vers le sud, ils nous ont créé cette situation de crise qui nous ont laissé en partant. Ils nous ont laissé la crise de la Casamance derrière nous, où certains se sentent beaucoup plus proches de la Guinée-Bissau, qui ne se sentent proches du reste du Sénégal. Donc, ce qui est un problème pour nous à prendre à bras le corps, n'est-ce pas? L'autre problème qu'on doit poser, c'est les difficultés du Sénégal par rapport aux voisins. Il y a quand même des difficultés. Le Sénégal est parfois perçu comme un pays qui peut-être affiche un peu trop d'assurance, pour utiliser le mot sympathique, un peu trop d'assurance par rapport aux autres frères. Nous avons des concepts pour un des pays les plus panafricains du continent, depuis Blaise Diagne, Ngalandou, Lamine Gueye, Cheikh Anta Diop, Léopold Sédar Senghor, Abdoulaye Ly, Amadou Mahtar Mbow, Doudou Gueye. Vous prenez tous ces leaders sénégalais, c'est d'éminents panafricanistes. Mais c'est au Sénégal qu'on a inventé le mot Nyak. Nyak pour désigner tout ce qui n'est pas sénégalais au départ. Mais quand on les a pris dans des contradictions, on leur a dit pourquoi les Mauritaniens ne sont pas des Nyak. Et pourquoi les Gambiens ne sont pas des Nyak. Après, ils ont commencé maintenant à repousser la frontière de... Moi, c'est un mot que je n'ai jamais utilisé. J'ai eu la chance de faire le Britannique militaire à l'âge de 13 ans. Mes meilleurs amis étaient nigériens, ivoiriens, burkinabés à l'époque, voltaïques. Donc, je n'ai pas grandi dans cette culture de caractériser les autres Africains avec des noms. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'au Sénégal, on doit aussi nettoyer. Il faut dire d'ailleurs que ça s'est un peu estompé. Le Sénégalais, c'est moins violent aujourd'hui que ça l'a été dans le passé. Mais ça fait partie aussi de nos réalités. On sait les séquelles du divorce Sénégal-Mali. C'est un divorce amer. Honnêtement, nous, moi au pouvoir au Sénégal, je relance la question de la Fédération du Mali. Je pense qu'il faut absolument qu'on repose ce débat-là, parce qu'il a été mal résolu dans l'histoire. Il n'y a pas un peu plus proche que nous, que nos frères et sœurs du Mali, pour mille et une raisons. Mais honnêtement, les relations ne sont pas toujours au beau fixe, parce qu'il y a un contentieux historique qui n'est pas encore soldé. C'est la rupture de la Fédération du Mali dans des conditions extraordinairement amères, n'est-ce pas, pour utiliser un mot plus simple. Ensuite, la crise
crise de 89 avec la Mauritanie nous a donné une leçon. Voilà un peuple, le peuple sénégalais, qui aime parler de tout sauf de 89. Donc ça prouve que le remords est profond. Ça prouve que les Sénégalais n'étaient pas fiers de ce qu'ils ont été amenés à faire dans leur propre pays. Et je trouve ça bien, un peuple qui se regarde dans le miroir, qui baisse les yeux par rapport à un événement, c'est que si on lui donnait une nouvelle chance, il ne le ferait pas. Les Sénégalais veulent organiser, comme disait Heidegger, ils veulent organiser l'oubli de l'oubli. Ils veulent oublier au point d'organiser l'oubli, de l'enfouir dans les... Moi, je pense que ce n'est pas une bonne méthode historique. Ce que je suis en train de faire là, je pense qu'on doit le faire tous partout. On doit discuter de qu'est-ce qui nous est arrivé. Parce que les peuples peuvent basculer. Les peuples peuvent avoir des instincts extrêmement positifs qui peuvent être, par la magie des politiciens, tournés en instincts très négatifs. Je donne l'exemple de la Centrafrique, où musulmans et chrétiens pendant 400 ans. J'ai été en Centrafrique 2 fois, j'ai discuté avec eux. Les premiers musulmans qui sont installés au XVIe siècle. Par l'idéologie, par le comportement de certains leaders politiques, on arrive à penser que tous les musulmans venaient du Tchad ou du Cameroun ou du Soudan, mais qu'il n'y avait pas de musulmans autochtones, centrafricains. Ça a créé une situation particulière sur laquelle je ne vais pas trop insister parce que je suis en train d'entreprendre une médiation et il est bon de continuer le travail et d'être au-dessus de la mêlée, de ne pas prendre position parce qu'il y a eu des comportements venant d'un groupe Sénégal qui a pris le pouvoir en Centrafrique où des exactions très graves ont été commises et donc il faut aussi, je vous le dis juste en passant, faire très attention dans la stigmatisation. En Centrafrique, ce n'est pas des chrétiens qui tuent des musulmans. C'est les deux. On a eu les deux situations. Et aucune de ces situations n'est bonne ou ne peut se justifier. Aucune. Il faudra les rejeter de ce point de vue. Maintenant, on m'a donné le cas d'un jeune. Quand les Sénécas sont venus, lui-même est chrétien. Mais il a adhéré chez les Sénécas, il a contribué à attaquer les chrétiens. Et quand les Sénécas sont tombés, il a rallié les anti-Balaka. Il est devenu anti-Balaka en chef. Et il a contribué aux exactions contre les musulmans. On m'a donné des exemples de villages peuls encerclés par des chrétiens pour les protéger contre les milices qui les attaqueraient. Donc, c'est beaucoup plus complexe qu'on le perçoit de l'extérieur. Maintenant, il y a des tragédies qu'il ne faut pas cacher. Ossongoa, par exemple, vidé complètement de tous ces musulmans jusqu'au dernier. Il y a 19 000 musulmans à Bangui qui restent sur une population de plus de 100 000. Et ces 19 000 sont dans un rébut, ils veulent sortir, et ils veulent partir. Et s'ils partent jusqu'au dernier, vous se repositionnez vers leur région d'origine, le nord-est, ça n'est fini de la Centrafrique, on est parti pour une partition. Et personne ne doit soutenir la partition, personne. Parce que la partition n'a pas servi au Sud-Soudan. La partition ne servira pas à la Zawad au Mali, comme elle ne va pas servir en Casamance au Sénégal. Donc l'Afrique, hyper balkanisée avec 54 États, ne peut pas se permettre des ruptures entre les Nord et les Sud qui vont se propager dans le continent. Je termine sur le Sénégal en disant que parmi les petits problèmes que nous devons gérer, les petits grands problèmes, ou les grands petits problèmes, c'est par exemple les grandes minorités qui sont complètement marginalisées, oubliées et non prises en charge. Les Bassari, les Mandjak sont des Sénégalais à part entière. Et il y a un vocable que les urbains, les Dakarois urbains utilisent, sama njaabu bi, sama pël bi, sama séeréer bi, sama boobu, c'est problématique. Si c'est un sama affectif, c'est bien. Mais si c'est un sama possessif, ça pose problème. Mais c'est une vérité qu'il faut aussi dire pour regarder les choses en face. Et moi, le peuple Bassari, comme le peuple sérère, pour moi, c'est ce qu'on appelle, ce que vous appelez ici au Canada, les Premières Nations. C'est des peuples authentiquement du terroir, qui appartiennent et qui gardent des valeurs de civilisation négro-africaine qui sont fondamentales. Et si on laisse ces peuples-là péricliter et disparaître, c'est une catastrophe pour nous. Vous savez, et je ne le dis pas maintenant sous l'angle de la blague Serero Poula,
des intellectuels sérères de renommée sont en train de poser la question de la disparition de la langue sérère et de la culture sérère. Combien de jeunes d'accord à Faye, Diouf, etc. vous leur dites, mais vous êtes quoi? Il dit, moi je suis man Wolof là, je suis Wolof. Il est Diouf, il est Faye. Honnêtement, la façon dont les Pulaars essayent de se préserver, je disais à quelqu'un, il me dit, mais même quand ils sont 2 Pulaars, ils commencent à parler Pulaar. Quand ils sont 1 et demi, ils commencent à parler Pulaar. Parce que c'est bien. Vous avez des Médina Gounass dans la banlieue. C'est des enclaves en place. Et vous êtes surpris de voir que tous leurs voisins, Wolof, sont devenus parfaitement bilingues. Ils parlent Wolof, ils parlent Pulaar. L'imam Hampoula fait son sermon en Pulaar. Et les Wolofs qui sont dans la mosquée, ils écoutent tranquillement parce qu'ils comprennent. Donc, l'avenir du Sénégal, de ce point de vue, c'est le modèle casamançais. Beaucoup de citoyens de cette zone parlent au minimum 4 langues. Ils parlent facilement Wolof, ils parlent facilement d'abord Manding, ensuite Peul, ensuite Diola, ensuite Wolof, ensuite le français, ensuite le créole. 6 langues facilement, c'est ça le Sénégalais de demain. Moi je pense que la résolution de ce genre de problème, il faut préserver toutes nos langues et toutes nos cultures. La pluralité linguistique est une richesse, ce n'est pas un malheur, contrairement à ce que disent nos amis occidentaux parfois qui disent vous allez en Afrique, vous trouvez un peuple qui a 400 langues. Il faut inventer une langue et voir comment ça fonctionne. 400 langues, c'est une prouesse. Ça prouve que c'est des gens extrêmement intelligents. Parce qu'une langue c'est quoi? C'est un code. Créer des codes comme ça pour vous faire comprendre. Il y a même un phénomène de sérère chez nous qui parle une langue qu'eux seuls comprennent, les autres sérères ne les comprennent pas. C'est une diversification, une complexification linguistique et une forme d'intelligence à mon avis. Et perdre les langues africaines, ce serait une catastrophe. Donc il faut tout faire pour préserver toutes nos langues. Et il faut les peuples bassari, il faut les protéger. Les mandjaks, il faut les protéger. Et il faut poser ce débat. Moi je pense qu'on devrait imposer à chaque fils et fille du Sénégal, à partir du moment où on acceptera la thèse de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop nous a lancé un défi. Il nous demande de lui donner l'exemple d'un peuple, d'un pays qui s'est développé avec la langue d'autrui. On cherche, on n'a pas encore trouvé. Prenez la carte du monde et posez. Et regardez s'il y a un pays qui s'est développé avec la langue d'autrui. Le développement du Sénégal, la renaissance de l'Afrique se fera avec des langues, se feront avec des langues africaines. Il faut absolument qu'on parle des langues africaines. Il faut qu'on enseigne nos enfants au Fouta, en Pulaar, au lycée, à l'école primaire, en Diola dans les zones Diola, en Manding dans les zones Manding, à l'école primaire. Et qu'on introduise très vite à l'école primaire une deuxième langue. Il faut que chaque enfant du Sénégal, qu'un enfant Wolof, parle Wolof mais parle Pulaar, parle Wolof mais parle Sérère, parle Wolof mais parle Manding. Que les enfants aient le choix dans notre langue. Sur les 6 langues. Non, je voulais juste dire que ce que tu dis est vrai. Ça m'a rappelé mes cours de probable. Donc je me suis dit que si j'apprenais les maths en Wolof, qui est ma langue maternelle, ça va être plus facile. Vous m'utilisez de vous avoir fait. Je vous remercie. Je vous remercie et je vous confirme sur un point. Cheikh Anta Diop a eu la chance, ce grand-père qui l'a vénéré, il lui a voué un culte. Ce grand-père lui a appris les mathématiques en Wolof. Et je vous jure que les gens ne voient pas la différence. Il y a un grand philosophe sénégalais qui a dit jusqu'à l'âge de 17 ans, nous traduisons de nos langues maternelles vers le français. Ce qui arrive, c'est une vitesse dans la traduction. Elle est lente d'abord, ensuite elle devient de plus en plus rapide. Et c'est quand elle atteint sa vitesse de croisière qu'on commence à dire que mais qui parle très bien français. Mais il continue de traduire dans beaucoup de cas. C'est pour ça que le français sénégalais, là, le français malien, le français nigérien, il y a des expressions authentiquement de la langue d'origine. Mais tout ça, ce n'est pas bien grave. Ce que j'essaie de dire, on a des liens historiques avec le français, c'est bien. Apprendre l'anglais a permis à des gens comme moi, comme d'autres, de parler presque partout dans le monde. On n'est pas contre les langues internationales qui peuvent nous aider. Mais avant d'aller dans les langues des autres, apprenons l'intelligence, les connaissances à nos enfants dans leur langue d'origine. Et vous allez voir la révolution mentale qui va y avoir lieu. Maintenant, pourquoi les intellectuels sont contre?
Beaucoup d'entre eux disent, mais ce gars-là, il raconte des histoires. On a 20 langues, 100 langues, comment on peut les apprendre? Vous savez pourquoi il le dit? Cheikh Anta l'a expliqué une fois, de façon brillante. C'est que le jour où on décidera que le Wolof, Pulaar, Soninké, etc. sont nos langues de communication, il y a des intellectuels qui ne parleront plus parce qu'ils deviennent analphabètes dans leur propre langue. Ça fait plaisir pour eux aujourd'hui de parler comme une minorité de 10%, 15% qui parlent bien et correctement le français au Sénégal, 10-15%. Alors quand ils parlent aux paysans, ils lui font un discours en français. Et le paysan qui sourit et le monsieur il est tout content. Vous connaissez l'anecdote de Senghor à Darou Moustik? Il est sur la scène, il fait son discours en français. On avait dit aux paysans, on les a coachés. Chaque fois que Senghor marque une pause, il faut applaudir. Donc chaque fois qu'il nous donne, comme on dit, son discours, il marque une pause, les gens vivent Senghor et tout le monde applaudit. Et tout d'un coup, l'aide de camp vient lui chuchoter à l'oreille. Ce que je dis là est authentique. Lui chuchoter à l'oreille. Monsieur le Président, on vient d'assassiner votre ami Amilcar Cabral. Senghor dit, oh là là, je viens d'apprendre une terrible nouvelle. Mon ami Amilcar Cabral vient d'être assassiné. Et il baisse la voix, lui Senghor. Après, il dit, ah bon, attention, qui parlait, qui tisse. Après, il m'explique, ça m'a fait, Amilcar Cabral, d'un coup, boum. Et tout le monde. Nos intellectuels maîtrisent la langue française avec dextérité. Ils ne veulent pas qu'on change le statut pour que le paysan du Baol, qui comprend 10 000 fois mieux Wolof que, si on passe au Wolof, le gars il fait du Wolof, il écrit des poèmes avec l'arabe en Wolof. Il réfléchit en Wolof, il fait des mathématiques en Wolof. Nous qui ne l'avons jamais fait, le jour où on change de statut, je vous jure, si on ne se recycle pas, c'est nous qui devenons les analphabètes et eux qui deviennent les lettres. Et nous ne sommes pas prêts pour ça. Donc les intellectuels gardent un monopole. Ils savent pourquoi ils ne sont pas prêts au changement. Donc ça, voilà un point que je voulais dire. Et terminer sur un point, la chance du Sénégal, c'est qu'on aura une langue d'unification. Quel que soit le temps, comme tous les peuples qui se mélangent, on aura une langue d'unification. La seule erreur va consister à vouloir forcer la marche et à décréter que telle langue est la langue d'unification. Le jour où on le fera, la rébellion s'organise dans les autres langues, la résistance s'organise dans les autres langues. Ce n'est pas nécessaire qu'on laisse le peuple sénégalais tranquille sur cette question. Il est en train de régler son problème sans tambour ni trompette. Un hardware pur sang qui arrive à Dakar, qui va à Sandaga, s'il ne parle que Pulaar, il sait qu'il ne va pas s'en sortir. Pour des questions de survie, il saura se débrouiller et régler son problème. Mais que les gens ne lui disent pas, tais-toi, pas Wolof, ce n'est pas nécessaire. En plus, vous connaissez l'expression. Qui est Wolof, qui est Lak Pulaar. Il y en a qui Wolof, il y en a qui Lak. Lak, c'est les Lakkat, c'est-à-dire les autres. Il faut que tout ça soit corrigé, mais en douceur. Et comme je dis, si on laisse les Sénégalais tranquilles, si on ne nous amène pas des débats de division, on réglera ce problème et on aura une langue de communication interne. Et l'enjeu est plus important que Wolof, Pulaar, rivalité, etc. L'enjeu, c'est quoi? C'est qu'on développe notre pays dans nos langues nationales. C'est ça l'enjeu. Et j'espère que ce combat, on ne va pas l'abandonner, on va y revenir. Je vais laisser la parenthèse. Je suis désolé si j'ai été long, mais de plus en plus, je ne fais plus de présentation où je prends un texte et je le lis aux gens. Je trouve ça mortellement ennuyeux. Et je trouve que c'est un manque de modestie, parce que ce que vous dites aux gens, là, ils peuvent le trouver maintenant. Avec Google et tout ça, là, ils mettent, ils voient toutes les informations que vous leur donnez, ils peuvent le trouver. Il faut des conversations, il faut qu'on s'engage dans des discussions, dans des conversations. C'est pour ça que je vous ai parlé comme ça. Ce n'est pas par manque de considération pour lire un texte académique avec des citations, tel a dit, l'autre a dit, etc. Je n'ai pas voulu faire ça. Je voulais peut-être juste une petite parenthèse sur les conflits. Le Sénégal face au défi majeur de l'Afrique, conflit. Et ensuite, je vais laisser la parole au professeur Moussa Seck. Et ensuite, je reviendrai vers la conclusion pour faire quelques recommandations. Si vous n'êtes pas trop fatigué et si vous êtes d'accord. Mais si vous êtes d'accord, il faut le manifester. Alors, les conflits. Nous allons organiser l'Institut panafricain de stratégie que nous avons créé. Nous allons organiser à Dakar
Et c'est un appel que je vous lance pour les spécialistes parmi vous, des crises, des conflits, de la résolution des conflits, des médiations, etc. Si vous connaissez des experts africains de haut niveau, si vous-même vous êtes expert africain de haut niveau, comme on dit, vous nous intéressez. Parce que nous voulons inviter les 100 top experts sur les questions de paix et de sécurité en Afrique. On va les inviter à Dakar au mois d'octobre pour commencer à fonder une pensée stratégique africaine sur les questions de paix et de sécurité. Pourquoi? Parce que honnêtement, le modèle que nous avons, ce qu'on appelle l'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine, c'est un modèle qui ne marche pas. Je ne suis plus ministre des Affaires étrangères, donc je peux le dire. Quand j'étais ministre des Affaires étrangères, j'aurais dit, mais vous savez, notre modèle a des problèmes, a quelques difficultés, mais nous sommes en train d'y travailler. Maintenant que je n'ai plus cette contrainte, je peux dire que le modèle ne marche pas. Au Darfour, 2 millions de soldats en Afrique. On a besoin de 10 000 hommes au Darfour. On n'a jamais eu ces 10 000 hommes. On a passé des années à chercher 10 000 hommes à amener au Darfour. On a créé ce qu'on appelle une force en attente. Dans chaque pays d'Afrique, on prend une brigade, une compagnie, pardon, on la spécialise dans l'intervention dans les zones de conflit en Afrique. Et quand l'Afrique a besoin de cette force en attente, elle la lève, elle la prélève dans les 24 heures, 48 heures. Je vous jure que ça prend plus de 6 mois pour que des soldats sénégalais, des soldats maliens, des soldats ivoiriens, etc. se préparent pour aller à Ibiza. En plus, on se tourne vers le Canada, on lui demande des chaussures, on lui demande des uniformes, on lui demande du carburant, on lui demande des transvals pour transporter les gens. Ça ne marche pas. Le Mali a été attaqué pendant 9 mois. En tout cas, moi je l'ai vécu comme ça. Des atrocités ont été commises contre un peuple africain dont je me réclame. Le grand peuple de Tombouctou, de Gao, qui a donné des raisons de grande satisfaction intellectuelle, culturelle, religieuse à l'Afrique, qui a été attaqué par des gens qui amputaient, qui mutilaient, qui violaient les enfants de 11 ans, qui mariaient des fillettes de 11 ans. Pendant ce temps, toute l'Afrique, nous tous, on était là, calmes, désespérés, en désarroi, on ne savait pas que faire. Et c'est des gens qui sont venus dans des pick-up trucks, qui sont alliés avec les narcotrafiquants locaux, qui ont mélangé narcotrafiquants, trafic d'armes, trafic d'êtres humains et soi-disant religion. Et ils se sont mis, avec beaucoup de haine, à attaquer ce que j'appelle le patrimoine culturel, historique, intellectuel de l'Afrique le plus achevé, qui est celui gardé à Tombouctou, les manuscrits de Tombouctou. Ils en ont détruit 5200. Ils ont attaqué les mausolées de nos saints. Si les Sénégalais se disaient que ce qui se passe au Mali, c'est comme si on venait à Touba détruire le mausolée de Ahmadou Bamba, aller à Tivaouane détruire le mausolée de Maodo, aller partout détruire les mausolées de nos... C'est ce qui s'est passé à Tombouctou. Dans les années 80, 70, on serait tous dans la rue, dans les marches, dans les manifestations. On aurait dit à nos gouvernements, mobiliser nos soldats, allez libérer Tombouctou, au nom de la dignité des Africains. Mais pendant 9 mois, on a eu 42 réunions de la CEDEAO, dont des réunions de chefs d'État, de ministres, d'experts, réunions des états-majors, 42. Et c'est quand les djihadistes se sont sentis assez forts pour marcher sur Bamako que les Français sont arrivés. Ils ont stoppé la progression. Et un pays africain a sauvé l'honneur pour nous, c'est le Tchad. Ils les ont envoyés à Bamako pour faire des réunions ou pour rester dans les hôtels. Ils les ont envoyés directement au front. Ils ont eu plus de 100 morts pour sauver la dignité, laver l'honneur des Africains. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les Tchadiens. Au niveau de l'IPS, quand nous avons réfléchi sur la crise malienne, et ensuite la crise centrafricaine, ensuite la crise du Sud-Soudan, vous avez vu la crise du Sud-Soudan, on nous a dit que le problème du Soudan se réglait par la partition. En tant que panafricaniste, qui veut des États-Unis d'Afrique, j'étais horrifié par la décision prise de séparer les deux Soudans. Pour moi, c'était un échec patent. Le Soudan, c'est le plus grand territoire africain à l'époque, le plus grand, le plus large, avant même la Congo-RDC. Ils l'ont partitionné en deux. Voilà aujourd'hui que ceux qui avaient obtenu la partition sont en guerre. Et l'Afrique est tellement fâchée contre eux, la communauté internationale est tellement fâchée contre eux, que les gens ne parlent pas du Sud-Soudan. C'est-à-dire c'est comme si on les ignorait dans leur crise pour leur dire allez-y, vous voulez vous entretuer, allez-y jusqu'au dernier.
Mais il y a la catastrophe là-bas, il y a des charniers. J'ai entendu des choses à la télé, je vous jure, ça m'a... J'étais déstabilisé. Quand quelqu'un dit, je viens de mon village, le gars est venu avec une arme, il m'a dit, est-ce que tu es noir? J'ai dit, oui, il parle la langue. Parce que si tu parles, on sort avec l'accent. Et le gars dit, je me suis efforcé. Ceux qui n'ont pas réussi, qui ont eu un accent, ils lui ont mis une balle dans la tête. Vous vous rendez compte? Comment est-ce que quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui ne vous a rien fait en particulier, vous allez le chercher au nom de la division ethnique? C'est ce qui se passe aujourd'hui au Sud-Soudan. Nous avons la RDC, nous avons la RCA, nous avons la Somalie, nous avons le Soudan, Soudan Darfour, Soudan du Sud, nous avons le Mali et le Sahel. Et nous avons maintenant la plus grande bombe atomique de l'Afrique qui est en train d'exploser, c'est la Libye. C'est la Libye. 1700 miliciens, 1700 groupes de miliciens, 1700. Et qui entraînent tous les jeunes du Sahel là-bas chez eux. Moi, je suis impliqué avec d'autres amis dans la réflexion sur comment apporter notre concours à la Libye. À un moment, la Libye était debout pour l'Afrique. Quel que soit ce qu'on pense de Kadhafi, il a tourné son pays vers l'Afrique. Et on sait comment ça s'est terminé. Dans la catastrophe. Mais après ça, la Libye, aujourd'hui, 1 700 000 km². Plus de 8 fois le Sénégal. Et dans cette Libye, il y a presque 1 million de km² habités par 300 000 habitants, les gens du Sud. Donc des zones libres, où tout se passe, énormément de choses. Chers amis, c'est pour vous dire que la situation sécuritaire de l'Afrique est extrêmement grave. Le Sahel, encore plus. Et quand Cheikh Anta Diop disait la sécurité précède le développement, quand Kwame Nkrumah disait nous avons tellement de richesses, nous avons tellement d'opportunités dans tous les domaines, que si on ne se dépêche pas d'unir l'Afrique et de créer un état-major unifié du continent pour défendre ce continent, vous allez voir, dans 40 ans, 50 ans, l'Afrique sera transformée en théâtre de guerre, de conflits, etc. etc. C'est ça ce qu'on appelle des dirigeants visionnaires. Il l'a dit et c'est arrivé 40 ans plus tard, exactement. Et j'ai remarqué quelque chose, je l'ai dit à des amis récemment. Les 3 pays africains qui souffrent le plus, la RCA, qui n'a jamais été stable depuis l'indépendance, la RDC, pas stable depuis l'indépendance, la Guinée-Bissau, pas stable depuis l'indépendance. Tous ces 3 pays, le dirigeant historique, le leader historique a été assassiné. Lumumba, Barthélémy Boganda en RCA et Amilcar Cabral en Guinée-Bissau. Ça, c'est pour attirer l'attention des Africains. C'est vrai, il nous faut des institutions fortes, démocratiques, etc. Mais les leaders historiques, ça existe. On ne peut pas les nier. Des leaders qui poussent leur pays, leur peuple dans telle ou telle direction. Personne ne peut nier que Nelson Mandela est un leader historique. Il a réussi des prouesses extraordinaires en Afrique du Sud. Il a sorti son pays d'une situation donnée, bien que l'Afrique du Sud a encore beaucoup d'autres défis à relever. Donc, chers amis, ça me ramène à ma théorie de toujours. L'Afrique, 1 milliard d'habitants. Donc plus de 60% de jeunes. Quand l'Europe vieillit, l'Amérique vieillit, l'Asie vieillit, il n'y a que l'Afrique, par la grâce de Dieu, qui rajeunit. Il n'y a que l'Afrique. Et c'est 600 millions de jeunes Africains. Quel destin allons-nous leur donner? La mer, les pirogues, l'immigration, l'île italienne, Lampedusa. Moi, je trouve ça, quand je vois ces jeunes Africains militaires, c'est ça, au Maroc, Melilla, au Maroc, essayer de sauter les barbelés et qui sont retenus par des gens qui les tirent, etc. Quand je regarde ces photos, alors que nous étions dans ce qu'on appelle une entreprise de remoralisation des peuples africains, quand nos jeunes regardent ça, qu'est-ce que ça leur dit de l'Afrique? 600 millions de jeunes. C'est-à-dire là où tous les peuples cherchent des bras, des forces vives, Dieu nous en donne en abondance. Et il ne nous a pas laissé avec ses enfants. Il nous a donné 1/3 des ressources naturelles du monde. 1/3. Diamant, or. Le centre du pétrole mondial est en train de quitter le golfe Persique vers le golfe de Guinée. Nous sommes en train de devenir la première puissance pétrolière du monde. Or, diamant, cobalt, coltan, tout ce qui est touché.
de l'or, l'uranium bien sûr, et l'agriculture en Afrique, dont Moussa va parler. Nous avons tout ce qu'il faut pour développer ce continent. Il nous manque une chose, leadership. Deuxième chose, leadership. Troisième chose, leadership. Quatrième chose, leadership. C'est pour ça qu'il faut toujours nous rappeler cette très belle phrase de Nelson Mandela. Quand on parle d'États-Unis d'Afrique, quand on parle des gens de l'Afrique, ça c'est impossible. Mandela dit, c'est toujours impossible tant que ça n'a pas été fait. It is always impossible until it gets done. C'est toujours impossible tant que ça n'a pas été fait. C'est pour ça que moi je crois à la renaissance africaine. J'y crois fondamentalement. Maintenant, les peuples le feront avec les leaders, ou les peuples le feront en mettant beaucoup de leaders à côté. Et les peuples seront leurs propres leaders. Et ça, c'est un peu, historiquement parlant, les peuples ont toujours besoin de leaders qui se confondent avec eux, qui se confondent avec leurs souffrances, qui se confondent avec leurs combats. Et ça nous manque terriblement en Afrique. C'est pour ça, chers amis, l'Afrique a besoin de vous. La renaissance africaine, je ne peux pas, si je me mets à expliquer ce que Cheikh entendait par renaissance, on a encore besoin de 15-20 minutes. Mais c'est pour vous dire que c'est non seulement possible, mais je suis profondément convaincu que c'est en marche. L'Asie, contrairement aux prévisions d'avant, quand on disait que le 21e siècle sera le siècle de l'Afrique, en réalité, on a oublié de préciser que la moitié du 21e siècle sera asiatique. Mais l'Afrique partagera ce siècle avec l'Asie, à cause de sa jeunesse, à cause de ses richesses et à cause de ses leaders émergents. Et je souhaite de tout cœur en faire partie. Merci. Je pense qu'on va tout de suite passer la Quand les Africains de l'Ouest qui côtoient le Mali envoyaient 100 soldats, 200, les Tchadiens envoyaient 2000 hommes. Et ils ont eu le courage de ne pas